Bonjour à tous et à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de rencontre. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Bernard De Witt, président de la Chambre de commerce belgo-chinoise. Bonjour Monsieur De Witt. Bonjour Madame Ma. Euh, Vous avez commencé à travailler avec la Chine depuis les années 80 et aujourd'hui, vous allez parler de votre expérience et vos réflexions sur les échanges entre les différentes cultures. Mais j'aimerais bien commencer par vous demander, en tant que président de la Chambre de commerce belgo-chinoise, quel état de lieu faites-vous sur les échanges commerciaux entre la Chine et la Belgique en ce moment? Écoutez, les échanges commerciaux en ce moment, quand on les place dans une perspective historique, sont, je dirais, au plus haut. Quand vous comparez les échanges commerciaux tels qu'ils étaient il y a 40 ans, tels qu'ils étaient au moment où la Chine est sortie de la révolution culturelle, au moment où la Chine s'est ouverte sur l'étranger, et actuellement, ça n'a rien de comparable. Nous avons des échanges commerciaux qui sont devenus fort importants dans de nombreux domaines. Donc, nos exportations ont fort augmenté, nos importations aussi, et je pense que cela est un bon indicateur finalement des relations économiques entre nos deux pays qui se placent d'ailleurs dans un contexte plus européen où là aussi nous avons vu un boom extraordinaire des relations économiques entre l'Europe et la Chine. Hmm. On va revenir un peu plus tard sur cette perspective européenne, mais avant cela, j'aimerais bien demander un peu sur votre expérience avec la Chine, parce que vous avez commencé à travailler avec la Chine il y a plus de 40 ans maintenant, et vous avez reçu entre-temps aussi plusieurs prix pour votre contribution aux échanges entre les deux pays. Alors, en tant que un peu le témoin de l'évolution de la Chine ou de cette coopération de longue date, est-ce qu'il y a des moments qui vous marquent particulièrement que vous souhaitez partager avec nos téléspectateurs? Oui, ben écoutez, nous avons je dirais, des moments qui ont été assez forts. Au niveau, par exemple, des relations entre la Belgique et la Chine, nous avons eu des missions économiques belges en Chine qui ont accueilli un grand nombre d'entreprises belges. La dernière mission économique qu'on a eue était fin 2019, où nous avons eu plus de 600 hommes d'affaires qui se sont rendus en Chine avec, je dirais, la sœur de notre roi pour diriger cette mission. Mais nous avons eu aussi tout au long des années des visites prestigieuses. Nous avons eu le président Xi Jinping quand il était encore vice-président de la Chine qui est venu en Belgique. Nous avons eu aussi des événements culturels importants. Nous avons eu la participation belge aux Jeux olympiques de Pékin. Nous avons eu la participation belge à l'exposition de Shanghai, où nous étions très contents de notre pavillon, qui a eu pas mal de visiteurs chinois. Nous Et n'étions vous pas étiez loin là d'ailleurs. dans le pavillon? Alors, j'ai eu l'occasion de visiter, je n'étais Oui. pas là en permanence, mais j'ai eu l'occasion de visiter plusieurs fois et de visiter aussi le pavillon chinois qui était magnifique, je dirais à l'exposition de Shanghai, qui a attiré quand même beaucoup de monde. Donc, on a eu, je dirais, des moments forts. On a eu, je dirais aussi, des moments beaucoup plus tristes. Il y a eu le tremblement de terre, je dirais, en 2008 et certains belges sont venus. Nous, au niveau de la Chambre, on avait organisé un événement de solidarité qui a recueilli beaucoup de monde, de soutien. Personnellement, je dirais, étant avocat, ben, j'ai pu assister aussi au développement du droit en Chine, au développement des études de droit, au développement du fonctionnement des cours et tribunaux, qui est assez extraordinaire et très intéressant à suivre pour des juristes et de plus en plus de juristes européens se sont intéressés au droit chinois, tout comme nous avons reçu beaucoup de juristes chinois qui sont venus
ici en Europe et en Belgique notamment. Effectivement, on voit aujourd'hui dans les universités, il y a quand même beaucoup d'échanges entre la Chine et l'Europe, surtout dans la faculté de droit. Et justement, je voudrais approfondir un peu là-dessus parce que votre travail consiste beaucoup à assister les entreprises et investisseurs européens, surtout au niveau de législation. Donc, plus précisément, comment voyez-vous le développement justement de ce système juridique en Chine, surtout dans le domaine de la propriété intellectuelle dont on parle beaucoup. Eh bien, écoutez, je dirais, au début des années 1980, 1990, certaines personnes en Europe, en Occident, avaient tendance à dire la Chine est un pays où la règle de droit n'existe pas, où il n'y a pas de protection pour la propriété intellectuelle notamment. Ce qu'on a remarqué, c'est que la Chine a pris de nombreuses lois et règlements, notamment en matière de propriété intellectuelle, au cours de ces 40 années, a mis en place un système de tribunaux spécialisés dans, je dirais, les questions de propriété intellectuelle, tribunaux qui fonctionnent, à mon sens, fort bien, et où l'on voit régulièrement des tribunaux chinois, par exemple, être amenés à trancher dans un litige entre une entreprise étrangère et une entreprise chinoise et à donner raison parfois à l'entreprise étrangère lorsque son cas est bien établi. Donc, je pense que là, il y a eu un gros effort fait par la Chine qui a porté quand même des fruits. Et pour les hommes d'affaires, c'est très important que d'avoir, je dirais, la clarté, que d'être certain de pouvoir obtenir éventuellement une protection de la part, je dirais, des tribunaux locaux en Chine notamment. Hmm. Quand on parle des échanges entre la Chine et l'Europe, on voit, vous avez évoqué dès la première question, les échanges commerciaux entre la Chine et l'Europe. Et on voit que en 2021, le taux de croissance annuelle des échanges entre la Chine et l'Europe a atteint un niveau record de 27,5%. Et justement, à ce sujet, le président chinois a déclaré, je cite, la Chine et l'UE partagent de vastes intérêts communs et une base de coopération solide et que seule la coopération et la coordination permettent de résoudre les problèmes et à relever les défis. Alors d'abord, je voudrais savoir quelle est votre analyse sur ce propos, surtout d'abord au niveau des intérêts communs et cette base solide de coopération. Comment analysez-vous quels sont selon vous les intérêts communs et la base de coopération entre la Chine et l'Europe? Écoutez, je crois que le président Xi a parfaitement raison et a une vision très claire et à mon sens, nous devons la partager. Il est très important, nous avons beaucoup de choses en commun, mais par exemple, nous sommes ici tout bêtement sur la même Terre, sur la même planète. Cette planète est confrontée à de nombreux défis. On l'a souvent cité, mais le changement climatique est un défi énorme et ça ne sera pas un défi que chacun pourra résoudre dans son petit coin, dans ses frontières. Il faut une coopération internationale et la Chine peut jouer un rôle majeur dans ce domaine qui peut avoir des répercussions pour, je dirais, nos industriels, nos hommes d'affaires, dans le développement de projets en commun pour lutter contre le changement climatique. Nous avons aussi à faire face à des défis comme, par exemple, le vieillissement de la population. Vous l'avez comme défi en Chine, nous l'avons comme défi en Europe. Qui va payer, je dirais, nos pensions mutuellement? Nous pouvons là aussi avoir des projets, je dirais, de coopération en commun. Il y a de très nombreux domaines où nous pouvons coopérer et je pense que l'avenir, c'est vraiment, et il faut vraiment insister là-dessus, dans, je dirais, un dialogue, dans le respect les uns des autres. Oui, nous pouvons avoir certaines différences, notamment culturelles. Nous ne parlons pas la même langue. J'ai la chance ici d'avoir Madame Ma en face de moi qui parle parfaitement français. Personnellement, j'ai du mal à m'exprimer en chinois.
mais nous devons essayer de nous comprendre, essayer de trouver des points communs, plutôt que, je dirais, mettre l'accent sur ce qui peut nous diviser, parce que Mmh. nous serons plus forts. Quand on voit ce qui s'est passé sur ces 40 dernières années, c'est précisément la multiplication de projets en commun qui a permis, je dirais, au niveau de la population, tant en Chine qu'en Europe, de s'élever ces 40 dernières années. Mmh. Alors, que pensez-vous de la seconde moitié de cette analyse? C'est-à-dire que, la coordination, seule la coopération et la coordination permettent de résoudre les problèmes et relever les défis. Quels sont selon vous, les défis, majeurs, devant, la relation entre la Chine et l'Europe? Surtout, vous dites enfin, dans le domaine commerciaux, dans le domaine, Oui. commercial surtout. Et est-ce que, c'est possible qu'on résolve ces défis par, la coopération? Je pense, comme je vous l'ai dit, il y a des défis comme le changement climatique, il y a des défis, aussi sur le plan de la politique internationale. Il y a, je dirais, des défis auxquels, je dirais, tous nos pays sont confrontés, par exemple des défis, notamment en matière de terrorisme et cetera. Mmh. En matière de pollution, la pollution des mers, la pollution des océans, ça doit se résoudre par une forte coopération internationale, mais défi aussi sur le plan commercial, notamment lorsque, je dirais, le protectionnisme n'est pas une solution. Le protectionnisme, on l'a vu tout au long de l'histoire, lorsque les pays se replient sur eux-mêmes, peut-être dans un premier temps, ça permet, je dirais, d'avoir un sentiment d'une certaine sécurité, mais très vite, on se rend compte que ben, on est limité. Si moi je ferme mes frontières à un pays, ben, je ne m'attends pas à ce que ce pays reste ouvert pour mes propres produits. Donc Mmh. nous devons trouver là, je dirais, des bases d'entente pour la coopération. Euh, on l'a évoqué, mais entre l'Europe et la Chine, on a eu une négociation importante qui a abouti, je dirais, à un projet de traité sur les investissements entre l'Europe et la Chine. Ce projet est pour le moment en veilleuse. Ouais, J'espère qu'un coup ouais. va reprendre. Ouais, alors en fait, effectivement, sur cela, dans certains médias, le gel de cet accord d'investissement est un signe d'une certaine dégradation hein, de la relation entre la Chine et l'Europe. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Oui, je pense qu'il y a je dirais, il y a des tensions qui se sont manifestées notamment par le gel de cet accord. Il faut savoir que cet accord a fait couler beaucoup d'encre, qu'un certain nombre de personnes, de groupes, ont estimé qu'un tel accord pouvait être dangereux pour l'Europe, pour les entreprises européennes. Personnellement, je pense que cet accord était une demande de bon nombre d'entreprises, qu'elles soient européennes ou chinoises, que cet accord, comme tout accord qui a fait l'objet d'une négociation, a dû entraîner des concessions de la part de la partie chinoise, de la part de la partie européenne. Et je pense que c'était la moins mauvaise des solutions. Nous avons intérêt à, en tant qu'hommes d'affaires, à avoir des cadres clairs, des cadres juridiques clairs lorsque l'on fait des affaires. Et un tel accord avait le mérite d'avoir un cadre identique pour toute l'Europe. Actuellement, ben, on doit avoir des négociations État par État avec la Chine dans ce type d'accord. Donc ça avait ce mérite. Je pense que je dirais, les choses ne sont pas arrêtées. Vous avez la chance et la force en Chine de travailler à long terme. Vous voyez à long terme. Et je pense que, voilà, à moyen terme, on peut peut-être espérer que le dialogue sur ce domaine-là se renoue pour progresser. En Mmh. attendant, Madame Ma, parce que je dirais, c'est vrai qu'il peut y avoir des tensions, notamment sur le plan politique, mais sur le plan quand même des affaires, je constate une chose, c'est que les affaires continuent. Vous l'avez dit, il y a même une progression
je dirais, au niveau importation-exportation. N'oublions pas aussi, je dirais, pour nous Européens, la Chine est un marché énorme qui offre encore de belles possibilités, ce qui explique que malgré les problèmes de Covid, malgré les problèmes de lockdown, les entreprises européennes ne se retirent pas de la Chine. Ça n'est pas toujours facile, tant pour les Mmh. Européens que pour les Chinois, mais on est là et on continue. Mmh. Alors, justement, quand on parle des échanges, il y a peu de temps, les 3 plus grandes compagnies aériennes chinoises ont commandé, 292 avions à Airbus pour un montant total de 37 milliards de dollars. Donc quel regard portez-vous sur, ce contrat, quand même d'un montant, assez remarquable? Écoutez, d'un point de vue européen, on en est certainement très content et très fier que la Chine achète autant d'avions. Ça représente, je dirais, des gros budgets, ça représente de nombreuses heures de travail pour des entreprises, que ce soit Airbus ou les sous-traitants d'Airbus. Ça représente quelque chose de très important. Et je pense aussi que quand à un moment donné, je dirais il y a 30-40 ans, on disait mais le textile chinois nous envahit, ben, je dirais il faut beaucoup de chemises pour équivaloir au prix d'un Airbus. Donc c'est vrai que un tel contrat est quelque chose d'important. Il y a beaucoup à faire dans ce domaine. Domaine de l'aviation, ce qui veut dire que la Chine a l'intention de reprendre aussi, les compagnies aériennes chinoises vont reprendre à un moment donné leurs vols vers l'Europe, vers l'étranger, de manière beaucoup plus intensive qu'elles ne le font maintenant pour raison de Covid. Ça nous laisse aussi donc espérer que très vite, nos hommes d'affaires, nos touristes pourront retourner en Chine, de même que les hommes d'affaires et les touristes chinois pourront venir en Europe. Je voulais ajouter peut-être une chose. Vous avez évoqué aussi peut-être certaines tensions qui ont pu se manifester, notamment, par exemple, en Europe, nous avons mis sur pied une procédure dite de screening qui, je dirais, permet aux autorités européennes de vérifier s'il n'y a pas de distorsion de concurrence et de subsides cachés pour des États. Euh, il faut être prudent avec ce type de procédure parce qu'il faut éviter que ça ne soit finalement des mesures très protectionnistes déguisées qui entraîneront des mesures de rétorsion du côté chinois qui se répercuteront aussi sur nos entreprises européennes. Je Mmh. constate quand même ici un contrat comme celui d'Airbus est un très bel exemple, je dirais, de confiance de la part des autorités chinoises, de la part des compagnies aériennes chinoises, dans une coopération économique accrue avec l'Europe. Mmh. En fait, vous avez évoqué tout à l'heure, vous avez évoqué des défis et vous avez parlé un peu de défis, dans des questions précédentes. Vous avez beaucoup parlé de défis, environnementaux, sur le climat, sur le développement vert et plus en détail, vous en tant que président de la chambre de commerce, belgo-chinoise, quelles sont les opportunités, réelles ou plus concrètes sur la coopération entre la Chine et l'Europe en matière du développement vert. Bah, écoutez, il y a des tas de domaines, hein. Pensons par exemple, je dirais, à la biotechnologie, qui nécessite quand même des recherches importantes, des capitaux importants. Et là, il me semble qu'il peut y avoir place pour, je dirais, une coopération. Vous avez des domaines aussi dans le domaine, par exemple, de l'agriculture biologique, où je dirais, des centres de recherche peuvent être mis en commun. Pensons quand même aussi à toutes les coopérations qui existent déjà et qui continuent à exister entre nos universités et les universités chinoises, avec des centres de recherche où l'on voit des chercheurs européens et chinois travailler ensemble au développement, je dirais, de certains produits, au développement
de certaines innovations. Nous avons aussi des entreprises qui ont des centres de recherche et développement, des entreprises européennes qui ont des centres de recherche et développement en Chine, des entreprises chinoises qui mettent des centres de recherche et développement en Europe. Ça veut donc dire que, je dirais, des chercheurs de ces entreprises travaillent ensemble. Ça, je crois que c'est quelque chose de très important et qui ont alors des répercussions sur le plan économique, sur le plan industriel, avec la mise au point de brevets, avec la mise au point de produits que l'on peut alors ensuite mettre sur le marché avec des bénéfices qui se retrouvent tant en Europe qu'en Chine. Hmm. Alors, je voudrais maintenant revenir sur vos propres pensées, parce que vous avez quand même travaillé pendant très très longtemps dans ce domaine. On peut dire, bien sûr, c'est commercial, mais aussi interculturel, parce que vous travaillez entre les entreprises de différentes cultures. Et c'est très marquant. J'avais cette impression que vous avez vraiment un engagement vers une promotion des compréhensions entre différentes cultures. Et je vous cite, vous avez dit cela lors d'une intervention. Vous avez dit que, je cite, il est important de donner accès à la culture d'un pays, d'une région, d'une ville, aux personnes d'un autre milieu culturel. Et nous devons garder des ponts, nous devons maintenir le dialogue et nous devons promouvoir une meilleure compréhension entre la Chine et les pays occidentaux. Est-ce que, à cette occasion, est-ce que vous pouvez nous expliquer davantage ou est-ce qu'il y a parce qu'il y a beaucoup de téléspectateurs étrangers ou chinois qui nous regardent, des personnes de cultures très différentes. Donc, est-ce qu'il y a des conseils que vous souhaiteriez donner voilà, pour une meilleure compréhension entre les différentes cultures? Écoutez, je crois que quand vous ne connaissez pas quelqu'un, quand vous ne connaissez pas le pays, la tendance pour beaucoup, ce sera de se méfier. Je ne vous connais pas, vous parlez une autre langue, vous mangez autre chose, je me méfie de vous. C'est l'important, c'est d'essayer de mieux se comprendre. Et donc, pour mieux se comprendre, ben, c'est de s'intéresser à l'autre, c'est de s'ouvrir à l'autre. C'est ça. Et la culture peut être un moment extraordinaire. Les échanges entre artistes, artistes chinois, artistes européens, existent, se sont développés au cours des années. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ici, si je dirais, je veux mieux comprendre l'autre, je dois aussi me mettre dans la peau de l'autre. Essayer de me dire, mais voilà, pourquoi pense-t-il comme cela? Pourquoi pense-t-il cela? Et ça me permettra, moi, je dirais, d'être plus ouvert, de nouer ce dialogue et de découvrir toutes les richesses de l'autre. Si je commence par dire à l'autre, ah, tu parles une autre langue, tu n'es pas comme ceci, tu n'es pas comme cela, pourquoi est-ce que à Pékin tu manges du canard laqué, moi je veux manger un steak saignant. Et je dirais à ce moment-là, on se replie sur soi-même et ça me paraît quelque chose de très mauvais. Par contre, si je m'ouvre à l'autre, si je m'ouvre à sa culture, j'essaie de mieux le comprendre, et beaucoup de gens dans des tas de milieux, qu'ils soient européens ou chinois, sont dans cet état d'esprit. Et je crois que c'est ça qui doit continuer, c'est ça qu'on doit favoriser, et pas, je dirais, de favoriser un repli sur soi, une fermeture, qui ne peut, je dirais, que se retourner contre tout le monde, que provoquer, je dirais, c'est comme ça qu'on provoque des guerres, c'est comme ça qu'on provoque, je dirais, des crises. Voilà, nous, bien sûr, on peut être fier de sa propre culture, et c'est important de connaître sa culture, mais je dirais, au départ de cela, s'ouvrir à l'autre, s'ouvrir à d'autres cultures, et c'est tellement riche. Je vous avoue très honnêtement que, à mon modeste niveau, le fait d'avoir pu fréquenter la Chine, le fait d'avoir pu aller plusieurs fois en Chine, d'avoir pu lire des ouvrages sur la Chine, d'avoir pu lire des auteurs chinois, ça m'a enrichi énormément. J'en suis très, très heureux et je crois que beaucoup de gens qui ont fait cette démarche s'en réjouissent.
Alors, en fait, vous avez parlé du protectionnisme à un moment donné, et on voit qu'avec le ralentissement de l'économie mondiale, le protectionnisme, c'est quand même, vous avez dit tout à l'heure que c'est un réflexe comme première pour se protéger un peu. Donc, selon vous, vous avez fait des affaires pendant de très très nombreuses années et vous avez témoigné vraiment de nombreux crise ou de montée de protectionnisme et d'ouverture qui survient dans le temps un peu alternativement. Donc aujourd'hui, quel regard portez-vous sur ce vague de protectionnisme ou de, on dirait, anti-mondialisation et cette possibilité de faire avancer le multilatéralisme? Comment voyez-vous tous ces enjeux qui soient là? Vous l'avez bien dit, je dirais c'est un des grands défis. Actuellement, c'est vrai qu'il y a une tendance, je dirais, au protectionnisme. C'est la peur de l'autre, c'est la peur aussi de l'avenir, c'est la peur, je dirais, avec la mondialisation, de voir une série d'emplois, entre guillemets, nous échapper. C'est la fermeture d'entreprises. Ce qu'on ne voit pas, ben, c'est les ouvertures d'entreprises. C'est que, je dirais, prenons un exemple, le secteur textile. C'est vrai que, je dirais, dans les années 70-80, en Europe, de nombreuses entreprises qui étaient spécialisées dans le domaine textile ont dû fermer. Ont dû fermer parce que, ben, face à la concurrence de produits venant notamment, je dirais, de Chine. Ça a été donc dur. Ça a été dur pour les travailleurs de ces entreprises. Mais ce qu'on a aussi remarqué, c'est que, je dirais, d'autres domaines s'ouvraient, d'autres domaines se développaient, qui ont été pourvoyeurs d'emplois, et cela grâce justement à l'ouverture des frontières, grâce à une forme de mondialisation. Et donc, je pense qu'il ne faut pas raisonner à court terme, même si ça n'est pas facile, même si, je dirais, certaines personnes peuvent être impactées par cela, mais de constater quand même que, si vous le voyez là sur les 40 dernières années, c'est très net. Il y a eu, je dirais, un boom économique grâce justement au développement des échanges. Donc, je pense qu'on doit éviter une tentation d'un trop grand protectionnisme. Alors, il y a un débat actuellement, notamment en Europe, de dire oui, mais nous ne devons pas être trop dépendants, je dirais, de l'étranger pour en cas de crise notamment, et c'est un débat très sérieux, et c'est vrai, mais il ne faudrait pas nous faire tomber dans l'excès inverse, où on ferme alors complètement, je dirais, les frontières, c'est-à-dire ce qu'on a appelé la forteresse européenne, parce que nous sommes, je dirais, dépendants des échanges avec l'étranger, avec hors Europe, et notamment avec la Chine. C'est aussi intéressant d'observer que les mesures qu'avait prises, par exemple, le président Trump aux États-Unis en surtaxant des produits venant de Chine, je dirais, il semble que le gouvernement américain maintenant songe à supprimer un certain nombre de ces mesures dans le cadre notamment d'une lutte contre l'inflation pour, je dirais, bénéficier de produits chinois de qualité à des prix plus raisonnable. Donc, je pense qu'on ne doit pas tomber dans les excès parce que ça se retourne contre nous. Si je prends trop de mesures protectionnistes, comme je vous l'ai dit, ben, vous allez aussi en prendre de votre côté. Et alors quoi? Qu'est-ce que je fais alors avec mes produits qui sont aussi en grande partie exportés? Parce que l'Europe est aussi exportatrice. Mm. L'Europe aussi bénéficie, je dirais, de mesures d'ouverture pour ses propres produits. Donc, soyons attentifs à cela. Mm. Alors, je vous remercie, Monsieur De Witt, d'avoir partagé vos expériences très riches et vos réflexions avec nos téléspectateurs. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame Ma. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.